Le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, chef de l'État, a reçu au palais présidentiel de la République gabonaise le ministre des Affaires étrangères de la Grèce, chef de la diplomatie grecque et porteur d'un message d'invitation. Au cours de cet entretien, les deux personnalités ont évoqué la relation bilatérale entre les deux pays, la Grèce et le Gabon. Tout d'abord, j'ai été honoré d'être reçu par le président et nous avons eu l'occasion, avec mon cher ami, le ministre des Affaires étrangères, de discuter de la manière dont nous pourrions renforcer les relations entre le Gabon et la Grèce, mais aussi entre le Gabon et l'Union européenne. Nous avons passé en revue certaines spécificités et de nombreux aspects dans la discussion, puisque nous allons signer 3 accords. Il s'agira d'accords entre le Gabon et la Grèce, donc particulièrement un accord sur la culture, un autre sur le sport et un accord sur la coopération militaire pour que certains militaires gabonais soient formés à Athènes. Mais nous avons également passé beaucoup de temps à discuter de la manière dont l'industrie touristique grecque pourrait aider le Gabon à devenir une destination touristique. Nous avons eu le grand honneur de transmettre au président Ali Bongo l'invitation de la présidente de la République hellénique, Madame Katerina Sekelaropoulou, afin qu'il vienne nous rendre visite. La Grèce est très intéressée par le potentiel économique du Gabon et elle se propose d'accompagner le Gabon dans le secteur touristique, un secteur qui est un moteur important de la croissance économique, du développement des entreprises, de la création d'emplois, en particulier pour les femmes et les jeunes. Après les villes de Garoua, Gaoundéré et Bertoua, c'est au tour de la ville de Douala, chef-lieu de la région du littoral, capitale économique du Cameroun, d'abriter ce 16 janvier 2023 la cérémonie de lancement simultané du budget de l'État pour le compte de l'exercice 2023. Une cérémonie solennelle présidée par le ministre des Finances, Luc-Paul Motazeux, accompagné du gouverneur de la région du littoral, du directeur général du budget, du maire de la ville et de toutes les forces vives de la région. C'était en présence des autorités administratives, des élus locaux, des élites, des opérateurs économiques et bien d'autres personnalités. Après l'exécution de l'hymne national, le ministre des Finances a lancé les travaux du budget de l'année 2023 tout en donnant les axes majeurs de l'enveloppe budgétaire de cette nouvelle année. Le choix de la région du littoral pour abriter cet événement important de la vie budgétaire de notre pays n'est pas anodin. En sa qualité de poumon économique du pays, cette région a chaque année la lourde responsabilité de porter le budget de l'État par le niveau des ressources qu'elle mobilise. Cette année, et cela ne vous a certainement pas échappé, le niveau de sollicitation sera encore plus important au regard des nombreux défis qui nous interpellent. Nous y reviendrons. Il nous a par conséquent semblé naturel de démarrer la sensibilisation par les citoyens du littoral, dont nous connaissons le dynamisme et la vivacité, et par leurs autorités administratives, dont la fermeté et la détermination ne sont plus à démontrer. C'est l'occasion pour moi d'exprimer ma reconnaissance à l'endroit de Monsieur le gouverneur de la région du littoral, à l'endroit du président du conseil régional, à l'endroit de Monsieur le maire de la ville de Douala, de leurs collaborateurs, ainsi qu'à l'endroit des nobles et vaillantes populations de la région tout entière, pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, à moi-même et à la délégation qui m'accompagne depuis notre arrivée dans cette belle cité. Promulguée le 27 décembre 2022 et mise en exécution depuis le 1er janvier 2023, la loi de finances pour l'exercice 2023 s'articule dans un contexte particulièrement difficile, marqué par la persistance sur l'économie des effets néfastes de la crise russo-ukrainienne. Ce conflit économique a provoqué un choc économique mondial ayant touché tous les pays importateurs de produits de base en général, et le Cameroun en particulier au moment où il disposait des marges budgétaires restreintes pour y faire face. L'envolée des prix du pétrole et des denrées alimentaires ont accentué les craintes à l'égard de la sécurité alimentaire. Les prix des denrées alimentaires élevés ont pénalisé et pénalisent encore de manière disproportionnée les franges de la population les plus vulnérables, surtout dans les zones urbaines. Il est donc question pour le gouvernement, à travers cette nouvelle loi de finances, de poser les jalons de la sortie de crise. L'action du gouvernement est plus que jamais orientée vers l'amélioration de la compétitivité et de la productivité de l'économie, la lutte contre l'inflation, la préservation des couches sociales contre la vie chère,
la poursuite de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, ainsi que la veille sanitaire dans le cadre de la lutte contre les épidémies et les pandémies, notamment la COVID-19 qui continue malheureusement de sévir. Il sera également question de renforcer le processus de désarmement, démobilisation et réintégration, et poursuivre la reconstruction des régions du nord, de l'ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord, la situation sécuritaire étant relativement sous contrôle sur l'étendue du pays. Par ailleurs, le gouvernement s'est fixé comme autre objectif de densifier la mise en œuvre de la décentralisation afin de donner aux collectivités territoriales décentralisées les moyens d'apporter une contribution déterminante à la relance de notre économie. 6 345,1 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe globale du budget de l'État devant permettre au gouvernement de veiller d'une part au respect des engagements pris dans le cadre du programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international pour la période 2021-2023 pour lequel une mission de revue séjourne actuellement au Cameroun. Et d'autre part à la mise en œuvre satisfaisante des mesures structurelles contenues dans la feuille de route des programmes d'appui budgétaire négociés avec d'autres partenaires tels que la Banque mondiale, l'Union européenne, la Banque africaine de développement et l'Agence française de développement. La région du littoral, dans ses deux composantes, littoral 1, littoral 2, en prend une bonne part avec une enveloppe de presque 100 milliards de francs CFA comprenant les dotations à gestion centrale et les dotations à gestion déconcentrée. Cette enveloppe est dédiée à la poursuite et à l'achèvement des divers projets de seconde génération engagés dans les secteurs de la santé, de l'agriculture et des infrastructures en vue d'améliorer les conditions de vie des populations de la région. Ces diverses dotations sont la preuve de la volonté des pouvoirs publics de parachever dans les meilleures conditions de réalisation les grands projets initiés dans la région et d'en démarrer de nouveaux conformément aux objectifs de la SND 30. Pour relever ces grands défis, une mise en œuvre de la politique de la décentralisation se veut indispensable. Les ressources provenant de l'État et affectées aux compétences transférées déjà exercées par les collectivités territoriales décentralisées sont évaluées à 505,4 milliards, dont 252,8 milliards au titre des transferts de fiscalité, y compris la taxe d'enlèvement des ordures de 26 milliards de francs CFA et 252,6 milliards au titre de la dotation générale de la décentralisation. Ainsi donc, la région du littoral exige une attention particulière en raison des multiples chantiers enclenchés. De l'aménagement de l'entrée est de la ville de Douala, y compris la construction d'un second pont sur la Dibamba, de l'aménagement du débarcadère et du marché de poissons de Youpoué, de la réhabilitation du pont sur le Vori, des travaux de bitumage sur la route Douala-Bonepoupa et Bonepoupa-Yabassi, de la réhabilitation de la route Douala-Banjoun, section Bekoko-Loum-Pont d'une Cam, de l'achèvement de la construction de la préfecture d'Nkonsamba, de la réhabilitation de la route Carrefour Yimo-Baréok-Nkonsamba, de la réhabilitation de la route Manjo-Mangamba dans le département du Mongo, de la construction d'un pont dans la ville de Déa, de la construction du réseau d'éclairage public dans la ville d'Nkonsamba, pour ne citer que cela. Au sortir de cette cérémonie de lancement officiel du budget de l'État pour l'exercice 2023, dont les travaux de réflexion s'achèvent ce 17 janvier 2023, le patron des finances, Louis Paul Motazu, a invité les ordonnateurs, maîtres d'ouvrage, délégués, les opérateurs économiques, les contrôleurs et tous les acteurs de la finance publique au Cameroun de jouer pleinement leur partition pour un démarrage optimal de l'exécution du budget 2023, afin d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des populations, dont le bien-être est si cher au président de la République, son Excellence Paul Biya. La coopération entre la Chine et le Bénin, vieille de plus de 50 ans, se renforce de jour en jour. Le nouveau chef de la diplomatie chinoise a effectué le lundi 13 janvier 2023 une visite de travail au Bénin dans le cadre d'une tournée africaine qu'il a entamée depuis le lundi 9 janvier dernier. C'est son premier voyage à l'étranger, notamment en Afrique. M. King Gang a été introduit au cabinet du chef de l'État, palais de la Marina, par son homologue béninois Aurélien Akbenonsi. Avec le président Patrice Talon
de la République béninoise, le nouveau chef de la diplomatie chinoise a passé en revue les projets en cours. Au cours de cette audience, il a été aussi question de scruter de nouveaux horizons pour consolider la coopération sino-béninoise. Tous mes remerciements à son Excellence Monsieur le Président Patrice Talon qui m'a reçu en audience dès mon arrivée ici au Bénin. Nous venons d'avoir un long entretien approfondi et amical et nous avons dégagé une importante convergence de vues. À savoir, les deux pays doivent continuer de se soutenir mutuellement et devenir des partenaires qui s'engagent dans une coopération mutuellement bénéfique pour le développement de la nation. J'ai dit au président que la partie chinoise continuera de soutenir le Bénin dans la poursuite d'une voie de développement adaptée à ses conditions nationales et que la partie chinoise continuera de contribuer au développement économique et social du Bénin et que la partie chinoise encouragera davantage d'entreprises chinoises à venir investir et s'implanter au Bénin. La Chine et le Bénin entendent travailler ensemble avec le Bénin pour concrétiser ensemble les projets convenus par nos deux parties dans le cadre des 9 programmes de coopération du Forum sur la coopération sino-africaine. Ce sont des projets d'infrastructure dans le domaine manufacturier et dans le domaine de la santé. Il y a également des projets de coopération prioritaires dans nos deux pays que nous devons travailler ensemble pour assurer la mise en œuvre au service du bien-être du peuple béninois. Était présent à cette audience le ministre des Affaires étrangères et de la coopération béninoise, M. Aurélien Agbenonsi, l'ambassadeur du Bénin près de la République populaire de Chine, Simon-Pierre Adovelande, et le directeur du cabinet militaire du chef de l'État, le général Bertin Bana. Le président de transition au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu les lettres de créance de 2 nouveaux ambassadeurs au palais Toumaï. Il s'agit de M. Vladimir Sokolenko et Mme Lami Souda Remawa Ahmed, respectivement ambassadeurs de la Fédération de Russie et de la République fédérale du Nigeria au Tchad, avec résidence à N'Djamena. Tapis rouge, déroulé, garde d'honneur à l'accueil, tous les ingrédients sont réunis pour la circonstance. C'est le diplomate russe, son Excellence Vladimir Sokolenko, qui a été le premier à présenter ses lettres de créance au chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Les lettres de créance remises, le nouvel ambassadeur russe s'est entretenu avec le chef de l'État. L'occasion était tout indiquée pour le président de la République et le diplomate russe d'exalter les bonnes relations entre les deux pays. L'état de cette coopération et les perspectives de son développement ont été passées en revue. Le nouvel ambassadeur russe au Tchad, M. Vladimir Sokolenko, a rassuré le chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno. La Russie attache très grande importance au développement de liens avec la République de Tchad. La République de Tchad, connue en continent Afrique comme le joueur de l'autorité très haute, la Russie s'intéresse de développer les relations et coopération traditionnelles et amicales avec le Tchad. La Russie continuera d'aider le Tchad sur les bases bilatérales, comme dans le cadre des activités d'organisation internationale. Nous avons le plan d'avancer le grand business russe au Tchad pour investir l'argent visant au développement du Tchad. J'attache un point peut-être le plus important, c'est la formation des cadres pour le Tchad dans les universités russes. La plus grande attente de l'ambassadeur de la Fédération de Russie réside dans la participation effective du Tchad au sommet Russie-Afrique qui se tiendra cette année à Saint-Pétersbourg. Pour la République fédérale du Nigeria, les lettres de créance remises, le nouvel ambassadeur s'est entretenu avec le chef de l'État, entretien que le chef de l'État tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a qualifié de positif. La diplomate nigériane, son Excellence Mme Lami Souda Remawa Ahmed, a détaillé au chef de l'État tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno, ses ambitions de consolider les relations bilatérales fortes, historiques et fraternelles déjà existantes. Défense, sécurité et économie sont entre autres les domaines sur lesquels il compte s'investir le plus. Nous avons eu une discussion productive avec son Excellence.
Nous avons l'intention de renforcer cette relation forte, historique et fraternelle que nous partageons depuis toujours. Pour cela, nous disposons de plusieurs plateformes bilatérales à travers lesquelles nous souhaitons avoir plus d'interactions dans les secteurs comme la sécurité et la défense. Le renforcement des relations économiques et bien d'autres défis nous paraissent aussi importants pour le bénéfice mutuel des deux pays. Madame Lami Souda Rumawamed, qui a pour résidence N'Djamena, a 3 ans pour donner corps et âme à ses ambitions pour les relations bilatérales. Elle, dont le dernier poste a été haut commissaire adjoint de l'ambassade du Nigeria à Yaoundé, est propulsée pour la première fois ambassadeur. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Mélié Koné, est arrivé ce samedi 14 janvier 2023 aux Émirats Arabes Unis, où il représentera le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, à la 15e édition de la Semaine de la durabilité d'Abu Dhabi ADSW, prévue du 14 au 19 janvier 2023 dans la capitale émiratie. Le vice-président de la République a été accueilli à l'aéroport exécutif Al-Batin d'Abu Dhabi par les hautes autorités de l'Émirat, plusieurs membres du gouvernement de Côte d'Ivoire ainsi que les chefs de mission de la diplomatie ivoirienne dans le Golfe arabique. Au cours de son séjour, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Mélié Koné, participera aux côtés de plusieurs chefs d'État, de leaders d'opinion internationaux, de chefs d'entreprise et d'experts du climat et des énergies à diverses activités inscrites au programme, notamment la cérémonie d'ouverture de la Semaine de la durabilité et la remise solennelle du 15e prix Zayed pour le développement durable, doté d'une valeur globale de 3 millions de dollars US. Cette rencontre offrira également l'opportunité à la délégation ivoirienne et aux autorités des Émirats Arabes Unis de procéder à l'examen de divers projets de textes et d'accords de partenariat dans le sens du renforcement de la coopération entre les deux pays. En marge des travaux, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Mélié Koné, aura des entretiens avec plusieurs personnalités et prendra part à des signatures d'accords entre notre pays et divers partenaires internationaux, notamment dans les secteurs de l'énergie, du cacao et du logement. La Semaine de la durabilité d'Abu Dhabi est un forum institué par les autorités émiraties depuis 2008 visant à soutenir la diversification des sources d'énergie à travers le développement des énergies renouvelables et des technologies subséquentes. Cette année, elle se tient en prélude à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP28 prévue aux Émirats Arabes Unis en décembre 2023. Le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu au Palais de la Rénovation, sur le bord de mer de Libreville, avec une délégation de diplomates chinois conduite par le nouveau ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine. Cette première visite au Gabon de M. King Kang, ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, en début d'année porte sur le renforcement de la coopération sino-gabonaise. La Chine est un partenaire de confiance. Elle a investi dans plusieurs domaines, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'industrie, de l'énergie et des mines, de l'agriculture, de la civiculture, des infrastructures, de l'économie numérique, de l'éducation, de la formation et de la santé, entre autres sujets. Précédemment ambassadeur aux États-Unis d'Amérique, il effectue son premier voyage en terre africaine au Gabon. M. King Kang a réitéré au président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, l'attachement de la Chine à l'amitié qui existe entre les deux pays depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques au cours de l'année 1974. N'Djamena, en plus d'abriter le siège de l'institution, le Tchad, à travers son président, le général Mahamat Idriss Déby Itno, assure la présidence rotative de l'institution. Le président de transition au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, quelques semaines après son élection à la présidence en exercice de la commission du bassin du lac Tchad, abrégé CBLT, a accordé une audience au secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad, l'ambassadeur Mahamad Nou. Cet échange a permis au chef de l'État tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno, de fixer le cap et engager la mise en œuvre des décisions du dernier sommet d'Abuja. Au rang des priorités qui se dégagent, figure en bonne place le désensablement du lac Tchad, avec en ligne de mire la réalisation de l'étude de faisabilité du projet, amélioration de l'hydraulicité du système Chari-Logon et de l'aménagement des berges du lac Tchad. Le projet phare qu'on va aborder dans cette année, c'est-à-dire le projet pour l'amélioration de l'hydraulicité des tributaires du lac Tchad, pour dégager l'eau, pour laisser l'eau couler librement vers le lac. Parce qu'il y a certains endroits qui sont bloqués, qui sont ensablés.
Donc il faut les dégager pour laisser de l'eau passer. Sinon, on va continuer à avoir des inondations ici et là, surtout au niveau de Massenya, Yaéré et Naga, et puis un peu à N'Djamena. Donc c'est le travail approfondi de faisabilité pour ce projet qu'on va faire maintenant. À côté du désensablement, le financement du plan d'action stratégique adopté par le sommet d'Abuja paraît également comme une priorité pour le président en exercice, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Il engage la commission et le président en exercice du Conseil des ministres de la CBLT à l'effet d'accélérer l'organisation de la table ronde des bailleurs à N'Djamena. La même diligence est également demandée par le chef de l'État tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno, pour la mise en œuvre de toutes les décisions issues de la plus haute instance. C'est fort du soutien du président en exercice de la commission du bassin du lac Tchad que le secrétaire exécutif de la CBLT par l'ambassadeur Maman Nou a pris congé du chef de l'État. Mardi 17 janvier 2023, le président de la Cour constitutionnelle gabonaise, le docteur Marie-Madeleine Boranso, recevait en sa prestigieuse institution le nouveau premier ministre chef du gouvernement du Gabon, Alain-Claude Bilibizé, qui par cette visite respecte l'un des principes régaliens et constitutionnels qui marquent sa prise de fonction officielle. D'entrée de jeu, le président de la haute juridiction a félicité le premier ministre gabonais pour la distinction faite à lui par le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Docteur Marie-Madeleine Boranso, président de la Cour constitutionnelle gabonaise, a surtout relevé la promptitude et la détermination dont fait montre M. Alain-Claude Bilibizé. Pouvait-il en être autrement pour cet homme de terrain, stratège et tacticien politique, pétri d'expérience et dont la parfaite maîtrise des environnements stratégiques est reconnue par tous. Au cours de cette audience, nombre de sujets de grande importance ont été passés en revue, mais nous pouvons relever ici l'épineuse question de la carte d'identité nationale et de son corollaire, la confection des listes électorales. De même, le renouvellement du centre gabonais des élections. Toutes choses sur lesquelles la Cour constitutionnelle a donné des orientations et des indications précises. Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Alain-Claude Bilibizé, qui a défini son credo politique par le triptyque dit des 3 P, patriotisme, pragmatisme et proximité, devra sans nul doute résoudre dans les tout prochains jours ces situations. Lui qui cultive l'ambition du concret et des résultats et qui déjà a imprimé son style de gouvernance par l'urgence dans l'action. Ce mardi 17 janvier aura marqué une accélération et surtout une preuve de la grande démocratie gabonaise. Le mercredi 18 janvier 2023 s'est tenu le Conseil des ministres de 11h à 13h au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire à Abidjan-Plateau, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État ivoirien. Au titre du ministère des Transports, en liaison avec le ministère d'État, le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a accordé une large importance à la sécurité routière. C'est ainsi que le Conseil a adopté 2 communications relatives à la sécurité routière. La première communication est relative à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la sécurité routière, la SNSR, 2021-2025. Face à l'accroissement important du nombre des accidents de la circulation routière, estimé à 46 accidents par jour à fin 2022, et des drames qui en découlent, bien évidemment, notamment le dernier drame survenu le 5 janvier dernier, donc à Yamoussoukro, le Conseil a instruit le ministre des Transports et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre des mesures urgentes pour accélérer et renforcer la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière en cours depuis 2021 dans ses volets sensibilisation et répression. La deuxième communication relative au lancement du permis à points en Côte d'Ivoire. La deuxième communication est relative au lancement du permis à points en Côte d'Ivoire. Ce système consiste à allouer un capital de 12 points à chaque permis de conduire, piloté par la plateforme électronique du ministère des Transports en cas d'infraction commise par le titulaire du dit permis de conduire et constaté par vidéo-verbalisation ou par les agents verbalisateurs munis de terminaux connectés. Ce capital de points peut être reconstitué
par un stage de récupération dans un centre agréé ou automatiquement après une période de sursis de 2 ans pendant laquelle aucune autre infraction ne doit être commise. Suite à la mise en place des infrastructures dédiées, le système du permis de conduire à points rentre effectivement en vigueur à partir du 1er mars 2023. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, en liaison avec le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, le Conseil a adopté une communication relative à la révision de la norme sur le ciment en vue d'intégration de la dolomite comme matière première de substitution au calcaire entrant dans la fabrication des ciments en Côte d'Ivoire. Les investigations menées dans le cadre de la révision de la norme sur le ciment ont montré que le ciment à base de dolomite est aussi performant que les autres types de ciment utilisant le calcaire dans leur fabrication. Aussi, le Conseil a décidé de l'intégration de la dolomite comme intrant inerte dans la fabrication du ciment en Côte d'Ivoire en remplacement du calcaire importé d'Europe et d'Asie avec les spécifications et critères de conformité des ciments courants, de façon à permettre aux industriels d'inscrire la dolomite dans la production du ciment et de valoriser ainsi cette ressource naturelle, locale, abondante et accessible. À partir du moment où c'est un minerai qui est produit localement, cela va faire baisser le prix du ciment. On estime à une baisse entre 5 et 10% du prix du ciment avec l'introduction de cette matière. Vous vous souvenez que l'année passée, c'est ici même dans cette salle que j'ai lu un décret autorisant la recherche de dolomite dans notre pays. L'agrément avait été donné à certaines structures par le ministère des Mines, Pétrole et de l'Énergie. C'est une conséquence de tout cela. Il va s'en suivre très certainement une baisse substantielle du coût du ciment dans notre pays. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a adopté une communication relative à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix. Le Conseil a adopté une communication relative à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix. Il faut rappeler que le prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix, édition 2022, a été attribué le 23 août 2022 à Madame Angela Merkel, ancienne chancelière fédérale de l'Allemagne, en reconnaissance de son action pour l'accueil des réfugiés. La remise de ce prix aura lieu le 8 février 2023 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro et verra la participation de hautes personnalités, entre autres la récipiendaire elle-même, mais également le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, l'ancien président Henri Konan Bédié, le président Macky Sall, représentant le parrain du prix, l'ancien président du Sénégal Abdou Diouf, mais également le président du jury, le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege. La directrice générale de l'UNESCO sera là également, Madame Audrey Azoulay. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2022, a fait une promesse à la jeunesse et d'importantes décisions ont été prises par le Conseil pour encadrer les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Le Conseil a adopté un projet de loi portant promotion des startups numériques. Ce projet de loi détermine les modalités de financement et d'accompagnement des startups numériques de droit ivoirien. Il vise spécifiquement à assurer le développement et la pérennisation de l'activité innovante de ces entreprises fragiles jusqu'à leur maturité, de façon à accroître leur contribution à la transformation de l'économie nationale et à la qualité de vie des populations.
Ce projet de loi met en place, en effet, un dispositif incitatif constitué notamment d'avantages fiscaux et douaniers ainsi que de diverses autres mesures administratives d'aide et de facilitation au bénéfice des start-up numériques nationales depuis la phase de création jusqu'à la phase de développement précoce, quel que soit le secteur d'activité donc de cette start-up. Il prévoit également la création d'un organe spécialisé, un comité, qui aura à charge l'enregistrement et la labellisation de ces start-up existant sur le territoire national en vue de les accompagner de façon efficace. L'adoption de ce projet de loi s'inscrit bien dans la vision que le chef de l'État a exprimée lors de son discours de Nouvel An, quand il a décrété cette année comme année de la jeunesse, avec justement l'incitation à la création des start-up, à leur encadrement, à leur développement et même donc la création d'incubateurs donc pour accompagner toutes ces start-up. Le prochain Conseil des ministres se tiendra au Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire à Abidjan-Plateau le mercredi 1er février 2023. Les forces armées de Côte d'Ivoire rendent un hommage appuyé à 3 officiers généraux de valeur en fin de service actif. Il s'agit du général de division Koné Mambi, le magistrat contre-amiral Ange Kessi Bernard Kwame Régis, et ainsi le médecin général de brigade Yaoundri Danlo Athanase. Tous les 3 ont salué pour la dernière fois en tant que membres des forces armées de Côte d'Ivoire. Les 3 généraux sont appelés à faire valoir le droit à la retraite. Ainsi, ils font leurs adieux aux armes. Ils totalisent tous les 3 moyennes 40 ans de bons et loyaux services. Les 3 officiers généraux de valeur ont exercé des responsabilités opérationnelles et administratives avec un rendement exceptionnel. En fin de service actif, ils reçoivent la reconnaissance de la nation, des forces armées de Côte d'Ivoire, ainsi que du chef suprême des armées, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Pour ma part, je suis particulièrement fier de vous avoir eu comme collaborateur. C'est pourquoi je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, et au nom des forces armées de Côte d'Ivoire, vous traduire la reconnaissance de la nation tout entière pour ces années de bons et loyaux services passés sous l'uniforme, au service de nos valeurs. Ce dernier toucher du drapeau a suscité une grande vocation sur les 3 officiers généraux, un geste qu'ils ont fait et refait pendant une 40aine d'années. Cette fois sera la dernière en tant que membre des forces armées de Côte d'Ivoire. Au cours d'un cocktail offert en leur honneur, le porte-parole des 3 officiers généraux, le général de division Koné Mambi, a exprimé leur reconnaissance aux frères d'armes, ainsi qu'au chef suprême des armées, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous aimons l'armée, nous aimons nos frères et sœurs d'armes. C'est pourquoi nous ressentons cette tristesse de partir. Mais aimer l'armée, aimer ses frères d'armes, c'est aussi savoir les quitter. Savoir partir pour laisser la place à la nouvelle génération pour qu'elle fasse ses preuves. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, a remis des présents aux 3 officiers généraux appelés à faire valoir leur droit à la retraite pour service rendu aux forces armées de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les statuts des généraux stipulent qu'au terme de leur service actif, ils restent à la disposition du chef de l'État. L'ambassadeur de Turquie en Côte d'Ivoire a été reçu par les présidentielles ce jeudi 19 janvier 2023 par son Excellence le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a salué l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie, marquée par la visite d'État du président Recep Tayyip Erdogan en Côte d'Ivoire en 2016, après celle effectuée par le président Alassane Ouattara en Turquie en 2015. Le président Alassane Ouattara s'est en outre réjoui de l'augmentation du volume des investissements et des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Turquie au cours de ces dernières années. Évoquant la crise entre la Russie et l'Ukraine, le président de la République de Côte d'Ivoire a traduit sa gratitude à son homologue turc pour tous les efforts qu'il déploie pour amener la paix entre ces 2 pays. Le chef de l'État de
Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a rappelé l'attachement de la Côte d'Ivoire à la paix à travers la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix décerné par l'UNESCO. Pour terminer, le président Alassane Ouattara a salué la contribution de l'ambassadeur de Turquie au renforcement et à la diversification de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie et lui a demandé de transmettre ses amitiés à son homologue turc, le président Recep Tayyip Erdogan, sans avoir manqué de prendre la parole. Je suis heureux de recevoir Madame l'ambassadeur de Turquie, un pays ami, qui est venu prendre congé de nous après pratiquement 4 années de mission. Et je voudrais dire à Madame l'ambassadeur combien nous sommes heureux des excellentes relations que nous avons avec le président Erdogan, qui est venu en visite d'État ici en 2016, après ma visite en Turquie en 2015. Et depuis lors, les investissements, le commerce ont connu un bond spectaculaire au cours de ces années. Je voudrais remercier Madame l'ambassadeur pour sa contribution. Elle a beaucoup fait pour faire avancer les différents dossiers, mais évidemment, sa mission prend fin et je souhaite que vous ayez non seulement une excellente année, un bon retour en Turquie et vous dire toute notre reconnaissance pour ce que vous avez fait et transmettez mes amitiés au président Erdogan. L'ambassadeur de Turquie en Côte d'Ivoire, son Excellence Madame Yonsangandouz Arseri, a pour sa part remercié le président Alassane Ouattara pour l'hospitalité et le soutien dont elle a bénéficié durant son séjour en Côte d'Ivoire. Elle s'est réjouie du dynamisme de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie et a réitéré la volonté des entreprises turques de continuer à investir en Côte d'Ivoire. Je voudrais dire merci à l'État de Côte d'Ivoire. Merci au peuple ivoirien pour l'hospitalité et le soutien dont j'ai bénéficié durant mes 4 années de mission ici en Côte d'Ivoire. Comme l'a indiqué Monsieur le Président de la République, la Turquie et la Côte d'Ivoire ont d'excellentes relations et ces relations se sont approfondies depuis 2015 et 2016 lors des visites présidentielles en Turquie et en Côte d'Ivoire. Je suis convaincu qu'après moi, les relations entre nos deux pays se développeront davantage et je suis encore une fois reconnaissante de l'hospitalité que le peuple ivoirien a bien voulu m'accorder durant ma mission ici en Côte d'Ivoire. À cette rencontre du jeudi 19 janvier 2023, ici même au Palais de la Présidence de la République de Côte d'Ivoire, on notera la présence du ministre directeur du cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasoro, qui a bel et bien assisté à cet entretien. Le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, chef de l'État, a accordé une audience à une délégation du groupe Eramet, conduite par son président directeur général, Madame Christelle Boris. Le chef de l'État et les dirigeants d'Eramet ont passé en revue les résultats réalisés depuis l'année 2022. Ces consultations régulières entre le président directeur général du groupe Eramet et le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'inscrivent dans la droite ligne des activités du Comilog, filiale du groupe minier et métallurgique international Eramet et de la CETRAG. Il en ressort un bilan positif pour l'exercice 2022 au regard de la croissance et de la production enregistrée. Nous avons partagé les réalisations de Comilog sur l'année 2022, qui sont nombreuses et qui sont extrêmement positives, tant en termes d'augmentation de la production qu'en termes de travaux de RSE pour les populations. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites en partenariat avec l'État, financées par Comilog et par la CETRAG sur des actions envers les communautés. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba et son hôte se sont appesantis sur la société d'exploitation du Transgabonais qui a dernièrement enregistré un glissement de terre en engendrant ainsi une perturbation du trafic ferroviaire. Nous avons parlé de l'actualité aussi avec CETRAG, l'éboulement qui a eu lieu sur la voie le 24 décembre, qui est maintenant en voie de résorption puisque les premiers trains ont pu passer hier. Ce sont des tests et le fret va pouvoir recommencer progressivement. Des solutions d'urgence ont été trouvées pour soulager les populations des différentes provinces traversées par le Transgabonais. L'importance vitale de l'axe
ferroviaire qu'est CETRAG et du fait qu'il est absolument important que nous continuions ensemble les travaux de rénovation qui sont prévus sur cette voie. Des progrès énormes ont été faits, mais on sait que de plus en plus d'acteurs économiques gabonais ont besoin du chemin de fer et qu'il faut faire des efforts supplémentaires pour continuer à le développer. Dans le souci d'améliorer le trafic, de soulager les voyageurs, ainsi que les partenaires économiques, des efforts supplémentaires pour la rénovation de cette voie sont attendus. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.